Bonjour, donc je suis chargée de mission au sein de l'association et la Fondation Zelidja. Donc le but aujourd'hui, ça va vraiment être de présenter les bourses Zelidja pour les jeunes âgés de 16 à 20 ans. Alors pour ça, je vais partager mon écran. Donc voilà, le but pour moi, ça va vraiment être de vous présenter Zelidja. N'hésitez pas à remettre votre micro et m'interrompre si jamais je vais trop vite ou si c'est pas clair. Donc Zelidja, c'est une association qui existe depuis 1939 et qui a pour projet associatif d'octroyer des bourses à des jeunes âgés de 16 à 20 ans dans le but de voyager seuls un mois minimum pendant les vacances d'été, donc entre le 1er juillet et le 31 octobre, et autour d'un sujet d'étude et une thématique libre. Donc je reviendrai après là-dessus. Et la destination est également libre. Donc, le but, en fait, de tout ça, ça va vraiment être de pouvoir apprendre énormément de choses sur le terrain, des valeurs et du savoir-être et savoir-faire qu'on n'a pas forcément dans une formation diplômante. Et l'idée de Zelidja, c'est d'octroyer des bourses à des jeunes qui soient scolarisés ou non. Là-dessus, on ne fait pas de distinction. Donc, vous pouvez décider de partir en France, en Europe, à l'autre bout du monde. Il n'y a vraiment pas d'obligation et c'est ça qui est cool en fait pour vous, c'est de pouvoir choisir un thème. Si vous aimez le sport, l'art, la culture, l'économie, la sociologie, vous êtes vraiment libre de choix tant que ça ne met pas votre sécurité en jeu. Et vous avez possibilité de partir 2 fois maximum. C'est-à-dire que pour le premier voyage, on vous octroie une bourse qui va jusqu'à 900 euros. Donc ça, c'est selon en fait votre projet. Quand vous déposez sur Internet le projet, on vous demande une explication, une présentation de qui vous êtes, une explication un peu de votre projet avec un budget prévisionnel, avec un itinéraire et des contacts prévisionnels. Et par rapport à ce que vous allez nous demander et nous, à ce qu'on va constater de la pertinence de votre projet, on va vous accorder un montant qui peut aller jusqu'à 900 euros. Et selon après la qualité de votre rapport, parce que ça, c'est une des conditions de partir avec Zelidja, c'est que vous puissiez à la fin rendre un rapport avec en gros la réponse, ce que vous avez constaté sur votre sujet d'étude de base. Et après, selon aussi la qualité de vos 3 actions de promotion faites au retour du voyage, on peut vous accorder, si vous le souhaitez, une deuxième bourse de voyage. Et donc là, le montant, il va jusqu'à 1100 euros. Donc voilà, comme je vous expliquais, il n'y a vraiment pas de sujet particulier. Nous, on est très ouverts justement à la diversité et à connaître vos passions, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément la même passion et parce que selon les années, en fait, il y a énormément de choses qui émergent. Donc, comme je vous disais, que ce soit l'environnement, que ce soit la culture, que ce soit quelque chose en rapport avec vos études, si vous étudiez, nous, il n'y a vraiment, vraiment aucune obligation. Donc ça, là-dessus, sur cette présentation, on a des témoignages de jeunes qui sont partis avec Zelidja, qui nous expliquent qu'en fait, ça leur a permis d'apprendre beaucoup de valeurs pendant leur voyage et pendant la préparation de leur voyage, c'est-à-dire l'autonomie, c'est-à-dire l'adaptation, les initiatives, l'ouverture d'esprit, la découverte d'une culture qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il y a énormément de choses qui sont apprivoisées et appréhendées. Donc voilà, là par exemple, alors il y a juste en 2020 où on n'a pas pu faire partir de jeunes à cause du contexte sanitaire, mais donc là on a des témoignages de 2018, et on aura ensuite des jeunes de 2021 qui viendront témoigner sur leur séjour de cet été. Donc les jeunes à chaque fois expliquent en fait les personnes qu'ils ont rencontrées, comment ça leur a permis de s'ouvrir, comment ça leur a permis de rentrer avec un horizon totalement différent, avec une vision du monde aussi différente. Il y en a qui repartent une deuxième fois, il y en a qui restent plus longtemps, on leur demande de partir un mois minimum. Parfois, les jeunes se disent un mois, c'est beaucoup, surtout loin de chez moi. Et finalement, ils nous envoient un mail à la fin en nous disant finalement, je vais rester 2 semaines de plus, puisque un mois, c'était trop court. Donc ça, c'est beau de lire ça. Donc voilà, les conditions, ça va vraiment être d'être âgé entre 16 et 20 ans pendant l'année du voyage. Donc pour une durée minimale d'un mois, tout simplement parce que moins d'un mois, on ne peut pas forcément s'imprégner de la culture locale, s'imprégner des difficultés et l'apprentissage en fait, de s'adapter, de découvrir vraiment un nouveau pays. En moins d'un mois, c'est parfois un peu plus difficile ou c'est trop court, tout simplement. Donc, on va vous demander de déposer une candidature sur le site zelidja.com. Donc là, il y a un onglet, je vous montrerai sur le site tout à l'heure, qui est vraiment très, très précis, très clair et qui vous présente toutes les étapes de candidature. Si vous êtes présélectionné à la suite de ce dépôt de candidature, il faudra passer un oral de sélection
dans votre jury régional. C'est-à-dire qu'on a une vingtaine de délégations régionales jusqu'à La Réunion. Et là-dessus, ça vous permet vraiment d'être devant un jury, de savoir un peu manier l'art oratoire et de pouvoir savoir si oui ou non votre projet est pertinent et s'il est viable aussi. Parce que parfois, ça peut être très pertinent, mais ce ne sera pas viable parce que les contacts que vous nous aurez donnés, on se rendra compte qu'ils sont dangereux, ou on se rendra compte qu'ils sont trop loin de là où vous avez décidé d'aller. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses que nous, on connaît à force avec l'expérience. Et partir seul parce que c'est un petit peu pour les mêmes raisons que partir un mois minimum, ça vous permettra en fait de vous reconnecter à vous-même et vraiment d'apprendre à vous connaître et de vous rendre compte aussi que vous pouvez avoir confiance en vous, parce que parfois, de ne jamais être seul, vous vous dites, ah ouais, mais moi, je ne vais pas pouvoir partir un mois tout seul, je ne sais pas parler telle langue, je ne vais pas pouvoir me débrouiller tout seul. Et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, en étant seul, vous êtes obligé de faire ça et vous savez faire ça. Donc, voilà pourquoi partir seul, c'est important pour nous comme condition. Et en fait, quand vous allez revenir, si vous partez avec Zelidia, vous vous rendrez compte que finalement, c'était vraiment très, très cool de partir seul. Hop. Donc, au retour de voyage, je vous expliquais donc il y avait un rapport. Donc, c'est ce qu'on appelle le rapport d'enquête. Il est constitué d'un journal de bord, d'un carnet de compte qui nous permet, nous, de constater un petit peu comment vous avez utilisé votre bourse. Parce que le but, c'est pas de vous donner de l'argent et de vous dire, bah, allez faire du shopping et acheter des souvenirs à gogo. Voilà, nous, ça nous permettra de voir comment vous avez dépensé votre argent et ça nous permettra aussi de voir comment vous aviez mis en relation en fait, les dépenses dans le voyage et votre budget prévisionnel, savoir un petit peu si vous aviez évalué le taux de change ou si vous avez mal évalué, par exemple, le nombre de transports que vous allez prendre sur place ou ce genre de choses. Donc voilà, donc ça, il va y avoir vraiment le carnet de compte, le journal de bord et le rapport d'enquête qui répond en fait à votre thème. Et celui-ci peut se faire sous format soit audiovisuel, soit en format manuscrit. Et après, vous devez faire 3 actions de promo, tout simplement pour devenir ambassadeur de Zelidia. On ne vous demande pas de cotiser, on ne vous demande pas de donner de l'argent. En échange, en revanche, on vous demande de faire 3 actions de promotion, tout simplement puisque vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Moi, je vous parle depuis tout à l'heure de façon très succincte de Zelidia, de façon très professionnelle, mais il n'y a rien de tel qu'un vrai témoignage qui permet de donner envie aux gens, aux jeunes âgés de 16 à 20 ans, de partir à leur tour. Et donc, ces actions de promotion, elles ont souvent lieu donc, soit dans une structure jeunesse, soit comme aujourd'hui dans une session d'information en ligne avec une structure jeunesse, justement, soit dans vos lycées, enfin dans vos établissements scolaires, soit par une exposition photo dans le hall de votre mairie, une conférence témoignage de voyage au sein de la salle des fêtes de votre commune. Enfin voilà, il y a énormément, on est très ouvert en fait à toutes les actions que vous pouvez proposer. Là, par exemple, on a l'exemple d'une jeune qui a fait un article dans un journal local. Donc, alors ça, juste c'est le calendrier de 2021. Celui de 2022 est un petit peu différent parce qu'il s'arrête au 15 février pour la date de candidature, alors que précédemment, on allait jusqu'au 31 janvier. Donc là, vous avez 15 jours de plus pour candidater. Ensuite, entre mars et avril, donc vous êtes convoqué si vous êtes présélectionné pour les oraux de sélection. Début mai, vous avez la notification de savoir si vous allez pouvoir partir avec nous ou pas. Fin mai, vous signez les conventions. Donc, il y a une signature de règlement et de convention avec justement tout ce que je vous expliquais, les étapes, le rapport, etc., comme quoi vous êtes d'accord pour ça. Et début juin, on vous fait un virement ou un chèque. C'est la Fondation de France, puisque la Fondation Zelidia qui va donner le financement des bourses est sous l'égide de la Fondation de France. Et donc, c'est la Fondation de France qui vous fera un chèque ou un virement correspondant au montant de bourse attribué. Un petit peu pour le calendrier. Je reviens sur mon... Tac. Donc, en fait, ce sera tout. Donc, après, il y a les réseaux sociaux où on vous donne pas mal d'informations, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. À savoir que, par exemple, si vous êtes boursier chez Zelidia, quand vous revenez de votre voyage, il y a un groupe, il y a une page Facebook qui est publique et vous avez après la possibilité d'entrer dans le groupe interne. Et sur celui-ci, en fait, il y a énormément d'événements qui sont mis en place. Il y a des jeunes, encore hier soir, il y a des jeunes qui demandaient des informations pour partir l'année prochaine, hors Zelidia. Mais du coup, en fait, ça fait vraiment une très grosse communauté intergénérationnelle où les gens se proposent de donner des contacts, des tuyaux sur leur voyage, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir que pendant un an, vous êtes accompagné
pour partir en voyage. Ce n'est pas un voyage de vacances, c'est vraiment un voyage d'études. Mais comme vous allez entendre dans les témoignages des trois boursiers Zelidja, je pense que c'est vraiment très intéressant de partir en voyage d'études plus qu'en vacances. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Oui. Par exemple, est-ce que la candidature doit être posée spécialement pour partir l'année ou on peut déjà rentrer des candidatures pour, par exemple, plutôt l'année prochaine ou, Non, pour le coup, on va vraiment accepter les candidatures pour l'année N. Donc, Ok. donc en revanche, vous pouvez garder en tête votre projet, le faire mûrir justement pendant un an et puis le déposer l'année prochaine, si vous avez toujours 20 ans. Ok, d'accord. Merci. Moi, j'avais peut-être une petite question. Donc, il y a un jury à passer pour une présentation orale du dossier. Pour les Belges, du coup, comment ça se passe? Ça se fait à un endroit particulier? Alors, alors normalement, du coup, par rapport à la Belgique, ce serait plus le jury Grand Est, vers Nancy, Reims, Metz, enfin, Nancy, Metz. Donc là, ça pourrait être une possibilité. Après, moi, je m'avance pas du tout. Peut-être qu'on peut essayer de mettre en place un autre jury. Nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir octroyer une bourse à des jeunes francophones, donc qu'ils soient suisses, qu'ils habitent en Espagne, mais qui parlent français. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce que je sais, c'est que réellement, il y a vraiment une antenne régionale à Metz. Après, pour ce cas particulier, Luxembourg-Belgique, je ne sais pas ce qui peut être mis en place exactement. Ok, mais donc de toute façon, à Metz, il y a moyen d'aller défendre son jury là-bas, quoi. Donc, merci. Je voulais juste demander, je pense qu'il y a Lille aussi qui est possible. Il y en a un à Lille, oui, bien sûr. Donc c'est quand même peut-être. Mais si c'est plus près pour vous, ouais. Ok. Oui, donc là, en fait, à chaque fois, c'est en fonction de ce qui arrange le mieux le jeune. En fait, vous n'avez pas un endroit spécifique en France pour tous les Belges, par exemple, quoi. Non, du tout. D'accord. Ben, je vous propose du coup qu'on passe au témoignage. Eh ben, Muse, c'est à toi, c'est parti. Moi, je suis partie l'été dernier, mais je crois que c'est un cas un peu particulier parce que je suis partie en France, contrairement, j'imagine, à bien des voyageurs et voyageuses Zelidia. Déjà parce qu'il y a eu le Covid, et puis aussi parce que mon sujet en particulier se prêtait surtout à un voyage en France, parce que je me suis interrogée sur les occupations de théâtre et la manière dont le Covid a impacté les artistes du spectacle vivant, a impacté tant la création que l'inspiration. Et ça m'a intéressée. Le projet initial, c'était de faire un documentaire sur justement la manière dont les artistes sont entrés en résistance, que ce soit politiquement ou poétiquement, en résistance vis-à-vis de la gestion de la crise et eux, leur filtre d'artistes. Et c'est comme ça que j'ai monté donc d'abord un itinéraire en fonction de la carte des théâtres occupés, et j'ai fait une sorte de grand tour de France avec ma caméra du coup pendant un mois. Donc et c'est là où je pense que c'est pas forcément je pense que c'est un cas particulier parce que en soi mon voyage a duré 2 mois. Mais la bourse Zelidia m'a suivie pendant un mois. C'est-à-dire qu'à l'issue de mon grand tour de France, j'ai terminé à Avignon pour le Festival d'Avignon, où là, du coup, j'avais en l'occurrence un job et un endroit fixe, donc c'était plus itinérant, c'était plus dans ce cadre-là, mais c'est toujours dans le même fil conducteur et avec la même envie de prendre, de rendre compte de ces démarches-là d'artistes. Donc voilà pour mon voyage. Et pendant ce temps, j'ai justement tenu mon carnet de route, de comptes, et mon rapport finalement audiovisuel est devenu entre-temps un rapport écrit pour, il se trouve, prendre plus de temps et plus de recul sur ce sujet-là. Donc, en l'occurrence, le rapport audiovisuel, je vais le faire, mais indépendamment de Zelidia. Donc, j'ai rendu un rapport manuscrit à l'issue de mes rencontres, de mes échanges, de mes lectures.
et enfin, voilà, de mes recherches. En fait, mais je pense que oui. Après, je ne sais pas si beaucoup de voyageuses et voyageurs ont beaucoup été en France, mais je pense que ça change quand même. Enfin, il n'y a pas la même frontière de la langue déjà, donc je pense que c'est plus facile de rentrer en contact avec les gens et il y a moins de difficultés. Enfin, je pense que c'était comment dire, des codes que je connaissais, et puis c'était des grandes villes. Donc j'aurais pensé, enfin, j'aurais visualisé. Je pense que dans l'imaginaire que j'avais du voyage Elydia, c'était peut-être plus exotique que ce que là j'ai vécu. Donc, je ne suis pas forcément un très bon exemple. Mais ce qu'il en reste, c'est tout de même le fait d'avoir voyagé seul pendant, en l'occurrence, 2 mois. Donc, ça reste la même approche de la débrouillardise et l'adaptation, quoi. Oui, j'ajouterais qu'il ne me serait pas forcément venu à l'esprit, ou en tout cas, je ne me serais pas imposé cette rigueur de devoir écrire tous les jours mon carnet de bord. Et en fait, je pense que c'est une très bonne chose et je pense que je vais le garder pour mes prochains voyages. Enfin, dans l'absolu, je pense que écrire tous les jours, enfin, ça permet de faire des mises à jour et de faire l'état des lieux sur. Enfin, ça permet de se reconcentrer et de revenir à soi pour que ce soit dans la narration ou dans l'analyse ou dans de ses propres émotions. C'est tant pour le moment T que pour ensuite y revenir et se souvenir déjà ce qu'on a vécu et puis l'état d'esprit dans lequel on était à ce moment-là. Donc je pense que ça m'a effectivement bien plu et voilà, pour l'avoir expérimenté, c'est pas mal. C'est comme pour le carnet de compte d'ailleurs. Enfin, après, c'est peut-être propre. Enfin, ça me permet aussi, comment dire, de garder les pieds sur terre. Enfin, je veux dire, d'être vraiment organisé et puis de faire le point. Ok. Tu parles des émotions, justement, je trouve que c'est un point qui peut être intéressant de développer un peu. J'imagine que tu as dû passer par plein d'émotions différentes. J'imagine que ça ne doit pas non plus être toujours quelque chose de très facile à faire, de partir comme ça toute seule pendant un mois. Donc, quelles émotions tu as eues peut-être avant de partir et pendant ton voyage et comment tu les as gérées? Bah, je pense que je suis partie à un moment. Enfin, en fait, je suis partie littéralement après une année où j'étais vraiment, où j'étais confinée, enfin, c'est-à-dire qu'on n'était pas officiellement confinée, mais il se trouve que j'avais que des cours sur Zoom, que j'ai pas eu un cours en présentiel, et qu'en fait j'ai passé vraiment un an dans 9 mètres carrés devant mon ordinateur, ce qui fait que le jour où mes partiels se sont terminés à la fin de l'année scolaire, j'ai littéralement commencé mes fiches et mon itinéraire, enfin, itinéraire que j'avais déjà écrit sur une carte parce que j'avais déposé ma candidature, mais c'était très vite, je suis partie vraiment très peu de temps après. Et je pense que c'était au contraire un retour à la liberté et au mouvement, quoi. Donc c'était au début, mais finalement peut-être jusqu'à la moitié du voyage, mais ça n'était que joie, quoi. Donc non, l'émotion, c'était certes l'intensité, mais pas forcément la mélancolie. Okay. Après, il se trouve que j'ai quand même une capacité, quand quelque chose me manque, de me prouver de me l'imaginer. Donc finalement, ça ne me manque plus. Enfin, moi, de ce que je retiens en tout cas, c'est que tu as eu surtout des émotions plutôt positives et d'engouement, de joie, etc. Et que tu n'es pas forcément passé par des émotions trop difficiles, de peur ou de tristesse ou autre. Je crois pas. Ok. Non, je crois pas. Et tu pourrais peut-être nous parler aussi de comment tu as constitué ton dossier, et si tu devais donner un conseil aux jeunes qui voudraient faire constituer un dossier à rendre à Zelidja, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Donner comme conseil, je pense que jusqu'à la... Enfin, il faut... Comment dire?
Mais là encore, peut-être que je suis un cas particulier, je ne sais pas, mais j'avoue que on peut pas dire que je suis une entreprise forcément très en avance, et si ce n'est la veille, quoi. Et alors, ce qu'il faut, oui, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous avez très envie de partir et que votre projet n'est pas complètement bouclé, pas complètement à jour, et qu'en fait, il manque des informations peut-être et des contacts, et puis la carte forcément, pas forcément très précise. Dans tous les cas, ça peut changer. Dans tous les cas, je pense qu'entre le moment où vous déposez une candidature et le jour où vous partez, il y a des choses qui vont forcément évoluer. Et même à ce moment-là, le voyage ne sera pas forcément à l'image de ce qui était prévu la veille du départ. Donc, tout peut encore... rien n'empêche de toute façon faire la démarche de candidater. Que ce soit dans l'urgence ou pas. Ça reste l'envie, je pense, qui motive. Et puis, de toute façon, il y a une chose peut-être à garder, c'est que à partir du moment où le dossier est constitué, qu'il y a eu une envie, une idée de départ d'endroit, que vous soyez pris ou pas par la bourse Elydia, le fait est que le projet existe. Donc, rien n'empêche déjà de repostuler l'année d'après, ou même, finalement, de partir quand même. Ok. Aurore, si tu me permets, est-ce qu'on Oui. peut demander à Muse, du coup, elle avait quel âge quand elle a candidaté? Oui. Juste si ça n'a pas été trop difficile à convaincre les parents, etc. Alors, moi, en fait, avant de postuler pour ce projet-là, j'avais postulé l'année d'avant, sauf que c'était l'année où tout a été annulé à cause du Covid. Ce qui fait que j'ai postulé quand l'an dernier, j'avais 20 ans, quand je suis partie. Et l'an d'avant, ça a été annulé. Donc, au début, je devais partir à l'étranger, c'était en Grèce. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Et mes parents, je ne peux pas forcément dire qu'ils étaient, ils étaient au courant. Je pense que ça ne les rassurait pas plus que ça, mais que de toute façon, j'irais. Mais finalement, j'y ai pas été. Et puis pour mon tour de France, non, parce que je leur ai montré le même dossier finalement que j'ai envoyé à Zelidia, ce qui a, j'imagine, fondé ma crédibilité à leurs yeux. Et du coup, ils ont eu confiance à la préparation de mon projet. Et donc, ils n'ont pas douté que je puisse m'en sortir. Ok. Moi, je voulais peut-être juste te poser encore une question. Tu logeais où en fait? Comment tu t'es arrangé pour les logements? En fait, j'ai un peu alterné entre d'un côté les auberges de jeunesse, les Airbnb et surtout justement les fameux théâtres occupés. C'est-à-dire que c'est ça aussi ce qui était pas mal, c'est que les occupations de théâtre, ça me permettait, de les occuper, donc d'être engagé vis-à-vis de cette cause. Ensuite, vis-à-vis de mon rapport d'études, d'avoir en face de moi, de visu, des artistes. Donc, ça me permettait de... Enfin, je savais où j'allais les chercher, quoi. Donc, j'allais sur place en pouvant faire preuve d'engagement. Ensuite, pouvoir les interviewer. Et accessoirement, ça me permettait quand même de dormir sur place, d'où l'occupation. À moindre coût aussi. Donc ça, c'était pas négligeable. Et ensuite, après, j'ai rencontré des gens, justement, grâce aux occupations, qui finalement connaissaient quelqu'un dans la vie d'après, qui m'ont permis de les contacter pour ensuite les rencontrer. Donc c'était des sortes de rencontres qui donnent lieu à à de nouveaux contacts. Donc ça s'est fait plus ou moins, peut-être pas au jour le jour, parce que j'avais quand même prévu initialement les premiers jours, et j'avais quand même un contact sûr dans chaque ville. Mais encore une fois, c'est particulier, parce que là, c'était en France, donc il se trouve que j'avais quand même plus ou moins loin quelqu'un dans chaque ville, au cas où, si jamais je me retrouvais sans endroit du tout où loger. Mais non, mais parfois, juste j'y allais à la bibliothèque pour avoir Internet et m'asseoir et creuser un sujet. Et finalement, je discute avec la bibliothécaire qui me dit, ah, mais déjà qui me renseigne et qui me dit, mais si tu veux, chère Muse, sache que moi, il y a une chambre dans mon appartement. Enfin, tout peut se faire vraiment comme ça avec les humains. Qu'on rencontre au café, à la bibliothèque ou ailleurs. Enfin, et donc, il y a vraiment le voyage que tu prépares
la ligne conductrice, etc. Et puis, tu peux encore être ouverte aux surprises du voyage, quoi. Aux Oui, je pense que opportunités c'est qui se parti. créent à travers les rencontres. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais je pense qu'il m'a fallu quand même avoir m'imposer un certain cadre pour pouvoir justement m'en sortir. C'est-à-dire savoir que certes, il y a des gens au cas où qui m'attendent, mais puisque je le sais, dans ce cas-là, rien n'empêche d'aller, d'être en disposition d'esprit, comment dire, d'être en état d'accueil pour justement pouvoir euh, euh, ouvrir la porte à l'improvisation et y aller. Ok, super, bah merci. On peut passer à Judith. Du coup, moi, j'ai fait 2 voyages. Je suis partie, mon premier voyage, je l'ai fait en 2019 en Irlande, avec pour thématique les femmes et la musique traditionnelle irlandaise. Et je suis partie une deuxième fois, enfin, j'ai fait un projet pendant cette fameuse année où rien ne s'est passé, euh, où j'étais censée partir en Norvège pour aussi travailler sur la musique traditionnelle, mais plutôt dans ses rapports avec la musique contemporaine. Mais du coup, ça s'est pas fait. Et l'année dernière, enfin oui, l'année dernière, j'ai décidé de réitérer, de refaire un dossier et de partir en Bretagne sur la notion de voyage et sur les différentes façons qu'on peut avoir de voyager. Donc voilà. Mon premier voyage en Irlande, finalement, c'était 2 voyages qui étaient très très différents. D'abord du point de vue de la langue, mais aussi par rapport à mon rapport à chacun des deux, parce que mon premier voyage, c'était vraiment une découverte. J'étais beaucoup plus jeune, j'avais 18 ans. Du coup, je suis partie, je ne savais pas trop comment faire. Il y avait un peu l'anxiété qui est tout à fait normale de partir de chez soi et de voyager pour la première fois toute seule. Alors que quand je suis partie en Bretagne, j'étais beaucoup moins inquiète et beaucoup plus... c'était plus facile d'une certaine façon. Du coup, mon premier voyage en Irlande, j'avais finalement pas beaucoup de contacts. Je devais avoir 1 ou 2 contacts en Irlande, euh, chez qui je suis allée vivre un petit peu. Mais j'étais beaucoup dans des auberges de jeunesse. Et c'est beaucoup des rencontres finalement fortuites comme ça ou de recherches qui m'ont permis de constituer mon rapport, qui était un rapport audiovisuel. Du coup, j'avais ma caméra avec moi tout le temps. J'ai filmé énormément de choses, énormément d'interviews, etc. Et j'ai réalisé un petit documentaire complété avec un chercheur que j'ai rencontré en France. Donc c'était vraiment intéressant. Et du coup, en Bretagne, j'ai fait un rapport écrit avec des dessins, etc., qui était peut-être un peu moins, qui se voulait un peu moins scientifique peut-être et un peu plus réflexif sur la notion de voyage et sur mon propre rapport au voyage. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à la perception de l'association, qui est que c'est une association qui est portée vraiment sur le fait de respecter les endroits où on va dans le voyage, de vouloir apprendre et comprendre comment les gens vivent et s'adapter. Mais il y a aussi la question environnementale qui joue énormément. Et donc, quand c'est possible, l'association priorise le fait de ne pas prendre l'avion, par exemple. Et moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Du coup, pour mon voyage en Irlande, par exemple, je suis partie en bateau, donc l'aller et le retour. Et j'ai essayé vraiment de faire attention pendant le voyage à essayer de faire le plus de stops possible, de prendre le train, etc. et de voyager de façon extrêmement consciente. Du coup, toute la préparation du voyage, je pense que c'est une partie auquel il faut accorder beaucoup d'importance parce que c'est surtout dans les premiers voyages qu'on fait et surtout seul, ça nous permet vraiment de baliser la façon dont on va vouloir voyager, de ce qu'on va vouloir faire. Et le fait comme disait Muse, le fait que l'association et la bourse en elle-même nous imposent d'avoir le carnet de compte, le carnet de bord, donc où on écrit tous les jours, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment des choses à garder parce que ça nous permet d'abord de planifier un peu et puis en plus de comprendre et de pouvoir revenir après et voir, ah bah là, on a fait comme ça, on a fait comme ci, on aurait pu faire autrement, etc. Donc, mon premier voyage en Irlande, j'étais surtout dans des auberges de jeunesse et donc en essayant de faire du stop et en train, principalement. Et en Bretagne, c'est surtout en train
Et là, par contre, j'ai campé. Donc j'avais ma tente avec moi et je m'arrêtais dans les campings municipaux, etc. Et j'ai été très étonnée, quelque part, et surprise de la bienveillance des gens. Effectivement, il y a énormément de gens qui proposent, si jamais il y a besoin, de venir chez eux, si on a des problèmes ou si on veut juste dormir chez eux. Du coup, ça, c'est un truc qui m'a un peu surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit quelque part si simple. Donc, dans la préparation des voyages, moi, j'avais préparé des choses très carrées. J'avais fait des cartes, etc., comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du voyage que ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire exactement. Et quand on voyage, on rencontre des gens et on nous dit d'aller là-bas parce qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant, etc. Et finalement, ça prend des formes qui sont complètement différentes. Et c'est ça qui est super et qui est super intéressant. C'est vraiment de se laisser porter par le voyage tout en ayant des sécurités, des contacts et savoir un peu avoir une ligne de direction qui est vraiment instaurée par le projet et par notre thématique, mais se laisser porter par les rencontres et par les envies qu'on a sur le moment. Et c'est quelque chose, je pense que la bourse Elijah m'a vraiment apporté ça. C'est la possibilité de se sentir très très libre en voyageant. Et c'est quelque chose qui est... Enfin, quand on le découvre, on n'a plus envie de s'en défaire quelque part. Donc c'est vraiment une belle découverte. Et je pense que si j'avais pas eu les bourses Elijah comme ça, j'aurais pas forcément pensé à voyager comme ça toute seule sur ces modèles-là. Donc, c'était vraiment des super expériences. Donc ça, c'était mon voyage en Bretagne et c'est pareil, j'avais fait un chemin que je comptais faire et finalement, ça a pas du tout, ça a pas du tout été comme ça a complètement changé au fur et à mesure de la route. Je pense que du coup, l'association Zelidja et la bourse, etc., c'est effectivement le voyage en lui-même, mais comme disait Jade, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi, du coup, il y a un groupe Facebook où il y a plein d'annonces ou de demandes d'aide ou des choses comme ça. Et c'est aussi dans les différents centres, il y a tout un ensemble de petites conférences ou des choses comme ça où on peut apprendre beaucoup de choses. Et c'est vraiment une association qui est super sympa. Les gens sont vraiment très, très cool. Et ce qui est bien aussi, je pense, par rapport à d'autres organismes de voyage que des jeunes peuvent faire ou quoi, c'est qu'on est très, très libre. Mais on reste soutenu et aidé si on a des problèmes. Donc, on a un référent qui est là, qu'on peut contacter quand on veut et qui nous aide à préparer le voyage et si on a besoin de discuter pendant le voyage. Mais en même temps, on est libre et on fait notre truc sans avoir vraiment de limites mises par il faut être là, il faut faire dormir ici, etc. Donc moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu et que je garderai dans mes façons de voyager dans le futur. Je posais une question, est-ce que tu parlais anglais du coup avant de partir en Irlande? Je parlais très très mal anglais. Et du coup, partir là-bas, ça m'a vraiment... Au début, c'est difficile. Au début, c'est compliqué parce que on ne sait pas trop, on tâtonne, etc. Mais au fur et à mesure, plus le temps passe et plus on s'habitue. Et ça vient tout seul, en fait. Et du coup maintenant, j'ai un très bon niveau d'anglais. Donc, ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir de ce côté-là. Et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que quand je suis partie, c'était pas simple. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a vraiment marqué à travers enfin, une ou plusieurs rencontres qui t'ont marqué pendant tes voyages? Quand je suis partie en Bretagne, j'ai rencontré dans un café, enfin, du coup, j'étais là pour la notion de voyage. J'ai rencontré une auteure qui est venue dans un café, dans un petit village complètement perdu au milieu de la Bretagne. J'étais là parce que j'écrivais. Et elle est venue proposer ses livres aux libraires pour les mettre en vente dans sa librairie. Et du coup, elle racontait un peu de quoi parlaient ses livres, etc. Et c'était vraiment tout à fait mon sujet. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément discuté. Et c'est assez drôle parce que du coup, j'ai vraiment créé un lien d'amitié avec cette personne. Et quelques jours après, quelques semaines après, au cours de mon voyage, je l'ai recroisée complètement par hasard. Et du coup, on est resté encore comme ça pendant quelques jours ensemble parce qu'elle voyageait aussi à ce moment-là. Et du coup, elle m'a fait découvrir certains endroits que j'aurais pas du tout soupçonné. Et du coup, tout en m'aidant un peu avec mon projet, parce que voyageuse et écrivant avec le comité des auteurs bretons des textes sur le voyage. Donc ça, c'était vraiment une rencontre super, avec qui je garde des contacts.
Parce que finalement, oui, c'est ça, le voyage, c'est un moment en lui-même, mais ça a des suites et des conséquences, et on rencontre des gens et qu'on continue de fréquenter on reste en contact avec eux, quoi. Donc, c'est beaucoup de belles rencontres. Et ça, c'était une très belle rencontre. Je pense que ce que je peux rajouter, c'est plutôt... le voyage de Muse a été très marqué par c'était joyeux, entre guillemets, comme vous disiez avant. Moi, j'ai remarqué que dans les deux voyages, à chaque fois, au bout de 2 semaines, il y a des moments où il y a un peu des coups de mou, entre guillemets. C'est un peu plus difficile qu'à certains moments. Donc, je pense que c'est le cas de beaucoup de voyageurs. Mais c'est des choses qu'il faut savoir, que des fois, c'est pas facile, etc. Mais que c'est juste c'est passager et que c'est jamais... c'est juste c'est comme ça, quoi. Et c'est pas un mal, mais des fois, il y a des difficultés, mais qui nous font apprendre beaucoup, je pense. Mhm. Et du coup, quand tu as eu ces gros coups de mou, c'était par rapport à quoi? En général, c'était rien de particulier. C'était une petite contrariété pratique de rater son bus ou son train ou des choses comme ça, ou que les choses se passent pas exactement comme je pensais que ça allait se passer dans mon organisation. Et du coup, j'étais pas très contente de ça. Mais je pense que c'est aussi quand on part pour la première fois, il y a beaucoup de pression. Et, euh, et du coup, il y a des moments où on a des petits downs, quoi. Mhm. Et j'en avais parlé avec d'autres boursiers qui m'avaient dit qu'ils avaient eu à peu près la même chose, à peu près au même moment, quoi. De départ, un petit peu un mal de la maison, mais qui est tout à fait naturel, quoi. Et comment tu as fait pour gérer ces moments-là? Bah, ça passe très vite, en fait. C'est des difficultés qui viennent. Je sais pas, moi, je me souviens quand ça m'est arrivé une fois en Irlande, j'ai appelé mes parents, je leur ai expliqué ce qui allait pas, et puis on a discuté un peu, et puis c'était reparti, quoi. Mhm. Donc, c'est pas. En plus, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des moyens technologiques très performants. Du coup, quand on part, même très loin, on peut rester en contact assez facilement avec ses proches. Donc, c'est pas comme au 18 ou au 19e siècle où on partait et puis on n'avait pas de nouvelles pendant 3 mois, quoi. Oui, c'est sûr que c'est un gros avantage. Ok, bah merci beaucoup. Avec plaisir. Eh ben, on peut passer à toi, Émile. Ok, alors bonjour à tous. Donc, je m'appelle Émile, je vais avoir 20 ans cette année. Et donc, je suis parti l'année dernière en été, donc en juillet, pendant un mois, dans le cadre d'un voyage Selija, en Bulgarie. Dans le cadre, donc le thème, c'était le transport national et international de marchandises là-bas. Euh, donc, en fait, donc, je suis resté du 1er juillet au 31 juillet et alors, je logeais la plupart du temps en auberge de jeunesse, mais également chez l'habitant. Enfin, il y a un site qui s'appelle Couchsurfing où on peut rester chez des gens locaux pour gratuitement ou presque. Et sinon, le reste du temps, c'était en auberge de jeunesse. Et donc, en fait, moi, mon thème, donc, c'était plus le transport en camion, en bus également, vers l'Europe et en Bulgarie. Et alors, déjà, donc, quand je suis arrivé, j'ai compris qu'il y avait déjà la barrière de la langue. Mais parce qu'en plus, bon, moi, je parle anglais, mais là, les Bulgares, ils parlent pas très bien anglais, donc c'était un peu compliqué de communiquer des fois. Mais je me suis débrouillé, donc j'ai réussi un peu, voilà, en mélangeant des mots, à me faire comprendre et à comprendre les autres. Sachant que dans les grandes villes, dans la capitale, la plupart des personnes parlent anglais, mais dès qu'on sort un peu à la campagne ou dans les petites villes, ils ne parlent pas anglais. Voilà. Ensuite, donc moi, donc mon but c'était d'interviewer des chauffeurs de bus, des chauffeurs de camions sur leur métier, sur comment ils acheminaient cette marchandise vers l'Europe et en Bulgarie, tout ça. Donc, je faisais mes interviews. Je prenais également des photos des villes que je visitais parce que du coup, en fait, j'ai visité toutes les villes principales de Bulgarie.
il y en a 5, et également des petits villages. Et la plupart du temps, en fait, je faisais du stop. Donc, c'était soit des gens en voiture qui me prenaient, soit des camionneurs, soit de temps en temps, je m'achetais un ticket de bus, mais c'était rare. Je l'ai fait que 2 fois, je crois. Et donc, et en fait, ça m'a vraiment appris que je peux me débrouiller tout seul, même dans un environnement pas du tout familier à ce que je suis habitué normalement, parce qu'il y avait la barrière de la langue, et puis en plus, là-bas, c'est en cyrillique, l'alphabet, donc c'était pas facile également. Donc, j'ai également un peu appris la langue et le cyrillique à force d'être sur place. J'avais également un contact sur place qui m'a aidé à trouver ces sociétés de transport, tout ça, qui est à Varna, c'est une ville en Bulgarie, à la mer Noire. C'est un jeune que j'avais rencontré parce que j'étais parti en voyage l'année dernière, non pas l'année dernière, en 2020, en été, pas en Bulgarie mais en Croatie, et je l'avais rencontré là, et c'est un Bulgare et il est très sympa, donc en fait, j'ai gardé le contact avec lui, et finalement il m'a aidé pour mon voyage Zileja de l'année dernière. Également, oui, donc comme ça a été précédemment dit, le fait de tenir un journal de bord et un carnet de comptes, c'était plutôt inhabituel pour moi. Donc, au début, c'était un peu, enfin, je devais me forcer à le faire, mais au fil du temps, je me suis habitué, et à la fin, c'est devenu automatique, quoi. Donc, j'ai et surtout au niveau du carnet de compte, tenir le budget, c'était très, enfin, moi, je suis pas habitué à faire ça normalement, donc je devais vraiment faire attention à mes dépenses. Et ça m'a vraiment appris à gérer mon budget. Et voilà, donc j'ai appris beaucoup de cette expérience, et j'ai également pris en confiance en moi, parce que j'étais déjà parti seul avant, mais pas comment dire, un mois et comme ça avec un sujet d'étude. J'étais déjà parti en vacances, mais pas vraiment avec un sujet précis. Et donc, ça m'a vraiment appris que également beaucoup de gens sont bien, enfin, dans le monde. Et j'ai déjà eu des propositions de dormir chez des gens, mais je l'ai pas fait. Et donc, ça prouve que voilà, la plupart des gens sont bien. Et voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote ou quelque chose que tu voudrais raconter d'atypique, je ne sais pas moi, ce qui s'est passé pendant ton séjour? En fait, dans une auberge de jeunesse, dans une ville qui était à la mer Noire, j'ai rencontré un Britannique, un jeune Anglais qui était là, mais lui, il était en vacances là. Donc, je suis toujours en contact avec lui. Et donc, oui, également, en fait, le fait de rester comme ça dans des auberges de jeunesse, d'être au contact des personnes chaque jour, ça m'a permis de rencontrer des gens de tous les horizons. Et donc, il y en a certains donc, avec qui je garde toujours contact. Et donc, ça m'a permis vraiment de voir que, par exemple, cet Anglais-là, il est resté, on a voyagé un peu ensemble pendant quelques jours. Puis lui, après, il est parti de son côté, mais c'était vraiment une bonne expérience parce que bah, voilà, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et, voilà. Et toi, tu parlais déjà bien anglais avant de partir alors? Oui, parce que en fait, moi, avant de. Bah, c'était il y a 4 ans, je suis resté 1 an aux États-Unis, presque 1 an, parce que c'était dans le cadre, enfin, d'un truc avec mes parents, et donc j'ai appris l'anglais là-bas. Enfin, je savais déjà un peu parler anglais parce que à l'école, j'apprenais également l'anglais, mais là-bas, je l'ai vraiment perfectionné, et du coup, je parle plutôt bien anglais. Mais voilà, dans ces pays un peu éloignés, c'est pas très utile. Enfin, dans les grandes villes, les grands hôtels, tout ça, ils savent parler, mais dès que les personnes sont un peu plus vieilles, c'est plus très utile. Donc, j'ai également appris quelques mots en bulgare et en russe aussi, parce qu'ils parlent russe là-bas. Là-bas, là, je dirais que 30% des personnes parlent russe moyennement. Donc, j'ai appris quelques mots de russe aussi. Et t'avais quoi? T'avais un petit dictionnaire ou t'avais un smartphone enfin, tu utilisais ton smartphone ou quoi? Bah non, mais en fait, non, ces mots-là, je les ai appris au fur et à mesure à force de converser avec les gens. Mais sinon,
au début, je me faisais comprendre en employant des mots simples, en fait. Avec des mots simples. C'est-à-dire en anglais. Et puis je me suis quand même... j'ai quand même appris les mots, comment dire, de politesse avant de partir. Donc, bonjour, au revoir, et oui, non, s'il vous plaît. Voilà, quand même. Et sinon, non, j'employais des mots simples et je me faisais comprendre la plupart du temps. Donc, c'était mieux. Donc, tes interviews, tu les faisais en anglais? Oui, je les faisais en anglais. Bah, en fait, parce que eux, ils parlaient en bulgare la plupart du temps. Mais ensuite, moi, j'ai fait sur Google Traduction et j'ai traduit en anglais. Voilà. Okay. J'ajouterais que pour moi, l'expérience d'Elijah, ça a été une très bonne expérience et qu'en fait, j'encourage les autres jeunes à faire de même parce que, en fait, dans la société actuelle, on ne bouge pas trop de chez soi normalement. Surtout, on ne part pas en voyage seul la plupart du temps, aussi jeune. Donc, c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour moi et je pense pour les autres personnes aussi. Et donc, parce qu'on arrive vraiment à prendre confiance en soi avec ça, qu'on est capable de partir seul sans ses parents, sans personne pour nous aider dans nos démarches, tout ça. Et voilà, ça nous apprend qu'on peut se débrouiller seul et que il se passera rien de grave et voilà. Ok, ouais. Ouais. Super, merci beaucoup.